je remercie le comité du CSO de m'avoir sollicité, notamment Judith, pour cette thématique qui m'a donné un peu de travail. En fait, on a vraiment une demande qui émerge aujourd'hui autour de... dans la médecine de l'obésité, et en particulier dans le domaine de tout ce qui est stigmatisation, et pour ce que je représente, puisque je suis président de l'association Stéréo, qui est une association multidisciplinaire, représente, on va dire, assez représentative du monde du soin, et qui s'intéresse à l'obésité, qui s'intéresse donc à la stigmatisation, et qui en fait quelque chose d'assez central. En tout cas, on a une vraie nécessité d'un coup de projecteur sur ce que c'est que la stigmatisation, dès lors qu'on s'intéresse un peu à l'obésité. Donc notre objectif, c'est de conscientiser la stigmatisation. Alors, donc aujourd'hui, on a beaucoup de demandes en fait pour savoir comment on parle finalement d'obésité à nos patients, mais aussi à nos politiques. Et c'est une vraie problématique qui émerge. Parce que la médecine de l'obésité se construit aussi à la mesure des découvertes scientifiques. Et on découvre de plus en plus, on confirme d'une part que c'est une maladie, et on découvre aussi que la responsabilité individuelle dans les causes, dans l'apparition de la maladie, elle est finalement beaucoup moins importante que ce qu'on ne pensait. Et si par le passé, on responsabilisait donc chaque personne de son état de santé, parce qu'à l'époque, on n'associait même pas l'obésité à une problématique uniquement de santé, mais plutôt à un état, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, on a besoin de changer de regard. Et pour construire cette médecine de l'obésité, il faut absolument qu'on se détache de cette vision et de ce rapport à la personne en situation d'obésité. Et donc, il y a quelques années, j'ai un copain qui me disait, un collègue de promo qui me disait « Je ne sais pas comment tu fais pour soigner les obèses, moi je ne pourrais pas ». Donc, ça dresse le tableau. En fait, il existe une stigmatisation... Il manque une slide, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être fait un truc... Ah, bon, c'est pas grave, c'est peut-être c'est pas ma dernière version. Bon, c'est pas grave. Bon, j'avais une slide en fait qui parlait de stigmatisation un peu, qui disait qu'il y avait différentes formes de stigmatisation dans la société, qu'elles soient reproduites d'une personne à l'autre, externalisées, ou intériorisées quand les phénomènes de stigmatisation de société sont acceptés par la personne et qu'elle les reproduit contre elle-même, et y compris contre les autres personnes autour d'elle. Et puis une stigmatisation qui est systémique, qui est l'inadéquation logistique de société, qui est le brassard attention qui n'est pas à la bonne taille, les places dans une chaise en terrasse pour aller boire un café qui ne sont pas de la bonne taille non plus, qui ne permettent pas de s'asseoir dans des lieux publics, etc. Alors, pour définir un peu le contexte, finalement, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que c'est que l'obésité aujourd'hui pour un individu? Alors, non, pareil, c'était pas ça que je voulais montrer. Je suis un peu embêté. Bon, j'y avance un peu. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai d'abord... je suis désolé, je suis un peu perdu dans mes slides. J'avais remis ça dans un autre ordre et je crois que j'ai pas mis la dernière version. C'est pas grave. Donc déjà, pour parler d'obésité, en fait, dans le contexte, quand on est médecin ou quand on est soignant de manière générale, aujourd'hui, il y a le guide du parcours de soins sur le poids et obésité, édité par l'HS en février 2023, où il y a un certain nombre de recommandations et qui expliquent en fait comment on va dérouler cette prise en soin. Alors, je ne vais pas détailler évidemment ce guide, et je vais plutôt donner une version en fait qui va vous permettre d'accéder à ce guide, parce que la problématique est bien justement de parler de l'obésité. L'obésité est une maladie. Aujourd'hui, on ne dit plus un obèse comme on ne dit pas un diabétique. Et on a des recommandations dans l'HS qui parlent par exemple de personnes en situation d'obésité, ou d'autres structures, enfin d'autres instances qui, comme le ASO ou le CPO, proposent aujourd'hui de dire personnes vivant avec l'obésité, plutôt en langue anglophone, mais qu'on peut adapter en France, ou personnes en obésité, par exemple. On ne réduit pas un individu à sa maladie ou à une caractéristique physique, si tant est qu'on puisse encore penser que l'obésité n'est qu'une caractéristique physique. Le problème, c'est que le poids est un symptôme visible. Alors, on définira le poids comme un symptôme de la maladie obésité, mais pas le seul.
On sait que l'obésité perdure même si le poids régresse, notamment quand on est traité, par exemple, quand il y a une perte de poids qui soit médicamenteuse ou chirurgicale. Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'obésité, donc même si la corpulence change, la maladie obésité est toujours présente. Et puis, c'est un symptôme visible, évidemment, dans la société, puisque on peut faire des diagnostics au coin de la rue. À partir du moment où on voit une corpulence augmenter, on peut penser que cette personne est en situation d'obésité. Alors évidemment, on a besoin de dépister. C'est ce qui est proposé dans les recommandations. Et on lui donne une notion de contexte. Dans quel contexte dépister? Ça peut être dans le cadre de la médecine du travail, dans le cadre d'une consultation, de suivi régulier pour d'autres problématiques, évidemment. Mais on ne nous dit pas comment aborder cette problématique avec le patient. Aujourd'hui, cette science de l'obésité s'affronte finalement à... Toute cette connaissance s'affronte aux croyances de société. Et pour ça, on a, nous, un référentiel de soignants qui est scientifique, médical, face à un référentiel de société qui est basé sur des croyances. Donc on a besoin d'afficher très vite, quand on est soignant et qu'on communique autour de l'obésité, cette neutralité. On a besoin d'informer. Et puis quelque part, en affichant cette neutralité, on va valider l'expérience patient. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qu'on rencontre qui ont déjà toute une carrière de régime, par exemple, qui ont essayé de modifier leur corpulence pour de multiples raisons, souvent les injonctions de société. Et même si toute leur vie, ça a été difficile de maîtriser, de contrôler leur poids parce qu'il y a eu des régimes, de la restriction, de la reprise du yo-yo, etc., l'idée, entre guillemets, de l'incontrôlabilité du poids sur le simple principe de la volonté, même si elle est dans leur esprit, elle n'a pas encore été validée. Et le fait de rencontrer un soignant qui va valider ce concept que finalement, c'est peut-être physiologique de ne pas avoir pu modifier son poids, quelque part, ça va permettre de déconstruire le sentiment d'échec de la personne. Et déjà, ça va permettre aussi, finalement, de la mettre en confiance, qu'elle se sente comprise et commencer à créer l'alliance thérapeutique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne en situation d'obésité? On a tous un rapport à notre corps, à l'image de soi, à l'estime de soi. Et dans nos consultations, donc moi je fais que de la consultation d'obésité, c'est un moteur puissant finalement à la demande de soins. Il y a toujours quelque chose de l'image. Moi je dirais dans 20%, c'est au jugé, hein, mais c'est dans 20% des cas un des premiers motifs de consultation, parce qu'on a 80% de femmes qui consultent en sexe ratio. Et dans 60% des cas, ça fait partie des 3 premières raisons avouées, on va dire, de consultation, qui sont de changer la corpulence. Donc on a un discours de société qui, on va dire, diffuse largement et qui est reproduit dès notre enfance, dans lequel on baigne et qui est très puissant, qui impacte aussi notre construction psychique. C'est-à-dire qu'on a tous une construction différente en fonction de nos parcours, avec parfois les traumatismes, que ce soit les psychotraumas, les traumatismes complexes, des faiblesses de l'estime de soi, etc., et qui vont nous rendre finalement plus ou moins sensibles à ce discours de société. Il y a une injonction du contrôle du corps, d'une part, et puis il y a la croyance que le poids est la résultante ou le solde de l'énergie apportée par l'alimentation et l'énergie dépensée par l'activité physique. Et donc, on arrive à une injonction finalement du contrôle de l'alimentation pour contrôler sa corpulence. Et donc, les tentatives de perte de poids qui sont nombreuses, qui peuvent aboutir à des troubles des conduites alimentaires, au minimum de la restriction cognitive, voire des choses plus impactantes comme l'hyperphagie boulimique, toujours sur des terrains plus ou moins prédisposés. Et donc, on a une population en demande de soins qui est très hétérogène dans sa connaissance et aussi dans ses trajectoires et dans sa physiologie. Et c'est ce que nous a expliqué avec différents modèles Jean-Michel Aupert, différents types d'obésité tout simplement. Et donc, face à cette population, il faut que le médecin ou le soignant, de manière générale, se pose en accompagnant ou en soignant, parce que la majorité des gens, en fait, en ont marre d'être jugés et ont besoin d'être aidés. Et l'important, en fait, c'est de pouvoir très vite exprimer cette aide à la personne pour construire finalement un projet thérapeutique. Alors, il y a une étude en ligne sur 2500 personnes brésiliennes qui a été publiée récemment et qui prouve,
qui révèle que sur ces personnes, il y avait par exemple 26% de personnes en situation d'obésité sur les 2500 qui ont répondu. 61% de ces personnes n'avaient pas reçu de diagnostic formel d'obésité, n'avaient pas été informés au titre du diagnostic de la maladie obésité. 76% d'entre eux considéraient malgré tout que l'obésité est une maladie. 65% pensaient que l'activité physique et le régime, entre guillemets, étaient les traitements suffisants pour traiter l'obésité, pensant quand même que c'était une maladie mais que ça suffisait. Et seulement 5% des participants qui avaient une obésité considéraient qu'une perte de 10% environ du poids corporel était suffisante pour traiter les comorbidités. Et donc la majorité pensait qu'il fallait normaliser l'indice de masse corporelle pour avoir des effets positifs sur la santé. Donc voilà dans quel état d'esprit la société peut être aujourd'hui vis-à-vis de l'obésité, même si on a intégré cette notion de maladie, on se rend compte aussi que le diagnostic n'est pas forcément affirmé et posé. Ensuite, ce n'est pas forcément évident non plus de parler d'obésité aux patients, puisque tous les conseils qui sont donnés, la plupart du temps, peuvent être favorables, mais il y a toujours une part de vécu, de stigmatisation de la part des patients. Et ça rend finalement les choses un peu complexes à mettre en place pour les soignants. Pour le soignant, c'est la même chose finalement. Aujourd'hui, il y a peu de formation des soignants dans le domaine de la santé, c'est vrai aussi pour la médecine, et il n'y a pas de raison finalement qu'un médecin se comporte différemment qu'une coiffeuse ou qu'une boulangère, par exemple, concernant l'obésité. Ce qui fait que les conseils qui sont donnés par quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'il soit médecin ou pas, sont à peu près du même ordre et restent du principe du « bougez plus et mangez moins ». Et donc il n'y a pas de raison que nous, soignants, si on n'est pas formés, on ne soit pas aussi stigmatisés et stigmatisants. Puisqu'on fait partie de la société, on baigne dans ce courant en permanence. Et l'intérêt, c'est que sur notre place de soignant, si on est formé à la médecine de manière générale, que ce soit dans d'autres corps de santé, pas seulement les médecins, et si on est formé à l'obésité, on a forcément une vision différente à faire passer et à transmettre. Alors, les soignants, de manière générale, sont formés au modèle d'accompagnement, à l'accompagnement du modèle de maladie chronique, avec la définition de la contrat tripartite. C'est soignant, patient et maladie. C'est comment on va faire pour toute la vie vivre avec cette maladie. Quel est le rôle de chacun? Finalement, comment la maladie va évoluer? Quel est le rôle du patient? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel va être l'impact qu'il va pouvoir avoir sur la maladie et sur son évolution? Et quel est le rôle du médecin ou du soignant? Quelle est sa compétence technique et qu'est-ce qu'il va falloir solliciter à quel moment durant la trajectoire et durant le soin? Et ça, c'est à définir très tôt, au tout départ, dès les premières consultations, de savoir finalement que le yo-yo, c'est peut-être dû à la physiologie de la personne, mais on va s'intéresser pour voir si on peut avoir un impact avec des changements comportementaux ou pas, par exemple. Et donc c'est important, dans le cas de la maladie chronique, de bien identifier les causes et les facteurs de la maladie, recenser les besoins, faire le bilan, le traitement des complications, le score de gravité, pouvoir orienter les patients dans un parcours pluridisciplinaire, et puis de suivre et de réévaluer. Mais pour tout ça, il faudra faire une annonce diagnostique. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez construit, probablement, et qui est sans doute une porte d'entrée dans la construction du parcours thérapeutique et dans l'alliance avec les patients. Alors, à quel moment, comment en parler? Déjà, le principe, c'est d'être non jugeant avec l'autre et avec soi-même, concernant le poids, par exemple, et d'aborder le sujet dans différents contextes, quand on le juge nécessaire ou pas. On peut commencer à communiquer de façon indirecte, c'est-à-dire que c'est déjà avoir du matériel adapté, fauteuil, brassard, toilettes publiques dans les cabinets, etc. Et puis, par exemple, on peut instaurer dans sa façon de travailler une pesée systématique sans aucun jugement, qui peut être faite par quelqu'un d'autre, ça peut être un assistant, une infirmière, une secrétaire, peu importe, ou ça peut être soi-même, et être absolument non jugeant. Si la pesée est ponctuelle, on peut montrer une preuve d'ouverture et dire, par exemple, si on a besoin du poids d'une personne, c'est « avez-vous besoin d'être pesé ?» ou « est-ce que vous vous êtes pesé il n'y a pas longtemps ?» On dit toujours, il faut peser les gens. C'est important, il faut les peser. Moi, aujourd'hui, dans mon suivi, je leur demande s'ils se sont pesés, s'ils ont besoin d'être pesés, en fait. Et parfois, je ne les pèse pas, et s'ils n'ont pas envie de parler de poids, on ne parle pas de poids. Mais c'est aussi leur montrer qu'on a confiance, finalement,
Et puis qu'on ne va pas forcément construire tout de suite quelque chose autour du poids. On sait très bien qu'il faut qu'on se détache d'une vision pondérocentrée de l'obésité, et ça, il faut l'affirmer dès le départ. Et puis, on peut aussi mettre des affiches sur les préjugés de l'obésité en salle d'attente, par exemple, commencer à démystifier un peu l'obésité et communiquer de façon indirecte. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Identity Safety Cues, qui sont les indices d'identité sécuritaire. Je donne l'exemple du Rainbow Flag. On voit maintenant sur Google, sur certains magasins, quand ils ont leur petite fiche, quand on fait la recherche sur Internet, il y a un Rainbow Flag. Donc ça veut dire que ce sont des magasins qui se situent d'emblée, qui affichent, entre guillemets, une inclusivité. Et communiquer en salle d'attente autour de l'obésité, c'est un moyen, par exemple, d'afficher en fait ces indices d'identité sécuritaire, et qui vont faire qu'un patient qui vient pour autre chose, pendant la consultation, va dire « Ah bah tiens, j'ai vu cette affiche dans votre salle d'attente. En fait, je ne pensais pas que les hormones pouvaient jouer sur le poids. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?» Et puis, c'est le moyen d'engager la conversation. Et puis, si on a besoin d'en parler directement, alors par exemple, dans le cadre d'une complication identifiée, découverte d'hypertension, le diabète ou sur des gonalgies, il ne faut surtout pas arrêter les démarches de soins qui ont été engagées par rapport à cette pathologie. On entend trop souvent l'exemple de j'ai mal au genou, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Aucun examen complémentaire, rien n'a été fait, alors qu'on peut quand même avoir des choses à découvrir et bien sûr à mettre en place. Et l'intérêt, donc, c'est vraiment de poursuivre la démarche diagnostique face à la problématique qui a été évoquée, et de dire peut-être que cette pathologie elle est en lien avec votre poids, et si vous le souhaitez, on peut en parler et faire une autre consultation pour développer un peu le sujet. Parce que je sais qu'il n'est pas forcément simple de mener de front deux thématiques le même jour, mais on peut commencer à en parler avec la personne et amorcer cette réflexion chez elle. Et elle peut cheminer de façon synchrone avec le médecin ou asynchrone entre deux consultations, et on peut en reparler la fois d'après, même si de prime abord, ce n'est pas forcément quelque chose que la personne aurait imaginé. Et puis, en dehors de toute pathologie corollaire, on peut toujours demander est-ce que vous êtes gêné par votre poids ou votre corpulence. C'est une manière de tendre la main directement et d'aller chercher une problématique. S'il n'y a pas de problématique, ça s'arrête là. C'est un peu comme le conseil minimaliste aux fumeurs, c'est vous savez que fumer est mauvais pour votre santé, je peux éventuellement vous aider si vous souhaitez arrêter de fumer. Il y a une étude qui a montré aujourd'hui que le fait d'aborder le sujet et d'insister alors que ce n'est pas une thématique qui a été apportée par le patient, est totalement contre-productif et fait perdre confiance en le patient, en son soignant, et le risque de le bloquer et de le fermer à tout jamais. Alors on a besoin donc de faire une annonce diagnostique. Et pour l'annonce diagnostique, il faut revenir à des principes basiques qui ont été proposés notamment par l'HAS avec un guide en février 2014. Alors même si ça date un peu, l'idée est bien d'aller d'un modèle de la maladie obésité qui existe depuis un certain temps vers un modèle de la maladie, comme si on allait annoncer une maladie grave qui est le cancer. Et j'ai des collègues qui ont l'habitude de dire que le cancer, c'est l'annonce de la mort, l'annonce de l'obésité, quelque part, c'est une part de la mort, de mort sociale. On n'est pas là pour comparer la gravité, mais cette annonce diagnostique, en fait, elle a besoin d'être incarnée et représentée. Donc on a 3 temps de l'annonce, préparation de l'annonce, donc identifier le moment propice, est-ce que j'en parle maintenant ou lors d'une prochaine consultation, évaluer le terrain et les représentations, on l'a dit, il y a le référentiel du soignant sur l'obésité, puis le référentiel de la personne qui est très en lien avec les courants de société. Et puis, avoir cet auto-questionnement en permanence, de savoir quelles sont les représentations, les risques de stigmatisation, savoir si on est bien dans une posture de soins chroniques avec l'individu. L'annonce proprement dite, donc c'est nommer la maladie de façon claire, sans dramatiser ni minimiser, et puis s'accorder sur les mots utilisés et leur sens. On a des patients qui disent « je suis gros », et avec qui on peut parler de grosseur, je suis gros, vous êtes gros, etc. Ça pose pas de problème. Je suis gros, mais je ne suis pas obèse. On peut parler d'obésité, ils peuvent souffrir d'obésité, ils le disent, je souffre d'obésité, mais je ne suis pas obèse. En fait, l'appellation obèse fait très peur, et c'est un mot qu'on aura plutôt tendance à éviter. Il faut clarifier les causes possibles assez rapidement, parler des facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques. Tout remettre en perspective. Donc vous avez vu le diagramme de Forsyth que vous a montré Jean-Michel tout à l'heure. Si on est toujours dans cet état d'esprit de quelque chose de global, on évite d'être culpabilisant, évidemment.
Et puis explorer la demande du patient et c'est aussi sa compréhension sans imposer une stratégie immédiate. L'avantage dans l'obésité, c'est qu'on a le temps. Alors on a des messages à faire passer très vite, qui sont de neutralité, d'ouverture, de déculpabilisation, mais après on a le temps pour construire. Et là, comme pour n'importe quelle pathologie, et là je vous montre l'exemple du parcours de soins dans le cancer, où c'est très protocolisé, eh bien, on va construire l'accompagnement post-annonce et organiser un suivi pluriprofessionnel personnalisé, construire avec donc le rythme du patient un parcours de soins centré sur ses besoins, et puis on va favoriser la décision médicale partagée, le plan personnalisé de santé et intégrer évidemment ses objectifs en termes de qualité de vie. On identifie donc des enjeux qui sont spécifiques à l'obésité dans cette annonce diagnostique, qui est l'hétérogénéité des patients, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de modèle standard. Il y a une proposition qui est multiple, multidisciplinaire, et il faut aller chercher les éléments en fonction des besoins et des moments avec le patient. Donc j'en viens sur l'idée du refus du terme obésité, ou le fait de ne pas se reconnaître malade. Finalement, est-ce que c'est important qu'ils se reconnaissent malades ou pas? L'important, c'est d'identifier ces problématiques et de s'en saisir et de construire le soin autour de ça. Donc je le redis, le temps est un allié dans la construction. La stigmatisation sociale et médicale peut générer de la méfiance, du repli, voire le refus de soins, d'où l'importance du climat de confiance, d'écoute active et d'absence de jugement. Le rôle du soignant, finalement, c'est aujourd'hui d'être formé spécifiquement dans le cadre de la maladie chronique, mais surtout à l'obésité, pour pouvoir changer l'attitude et être de force de proposition dans les options thérapeutiques et dans le soutien. Adopter une posture d'alliance thérapeutique intégrant le patient comme acteur de son parcours de soins, c'est une responsabilisation aussi quelque part. Et puis, maîtriser les représentations sociales. Donc c'est vraiment identifier cette stigmatisation, en être conscient pour soi et l'identifier dans son interlocuteur. On a des patients qui sont stigmatisés, d'autres pas du tout en fait. Et le but, c'est de ne pas reproduire ces représentations sociales dans la relation de soins et de s'en éloigner le plus vite possible. Alors une fois qu'on a cette notion finalement d'annonce diagnostique, de contexte, il va falloir l'annoncer ce diagnostic. Et ce diagnostic, il répond à une définition de l'obésité. J'ai dit, le poids est un symptôme visible. Le Lancet en 2025 a donné des définitions précliniques et cliniques de l'obésité, sachant qu'il y avait déjà des choses qui existaient depuis très longtemps, qui étaient énoncées par le ASO Obesity Canada, et puis même dans le phénotypage de l'HAS, dans la gradation de la sévérité, on a vraiment cette notion finalement d'obésité préclinique ou clinique, suivant qu'il y ait des complications ou pas. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. On sait aussi qu'il y a en perspective une distinction de la prévention et du traitement. Parce que qui dit obésité clinique dit complications, dit traitement, et qui dit préclinique dit que peut-être on va rester plus à un mode de prévention secondaire plutôt que de traitement. Et finalement, cette obésité, elle n'est pas que clinique ou préclinique. On se rend compte que le simple fait que l'IMC soit supérieur à 30 est en fait a une bonne corrélation avec l'indice, enfin l'adiposité de la personne. Et ça conforte l'idée que l'IMC est quand même un bon outil pour à la fois dépister et peut-être définir l'obésité. Donc la question reste ouverte en fait. Suivant ce qui définit la maladie, finalement, que ce soit un processus biologique identifié ou mesuré, ou un processus clinique identifiable par le médecin. Et donc, l'entrée dans un processus de soins, en fait, il vient d'une demande de la part du patient. Et pour vous donner un exemple, nous, on a en consultation un questionnaire obésité qu'on fait remplir aux patients pour le préconditionner à la consultation. Alors, il voit une vidéo secondairement, mais avant, il remplit ce questionnaire. Les premières questions sont les causes et facteurs favorisant le surpoids. Donc, quelle est la part génétique, familiale de l'obésité? Deuxième question, c'est trajectoire de vie. Événements, arrêt du tabac, grossesse, traumatisme, agression physique, psychique, sexuelle, etc. Ça veut dire que quelque part, on permet à la personne déjà de s'interroger et d'aller chercher les causes de l'obésité qui ne sont pas forcément autour uniquement de l'alimentation. Ils ont beaucoup l'habitude qu'on leur demande comment ils mangent une fois qu'on a constaté que le poids était élevé. Et si on évite de les mettre dans les bras tout de suite d'un diététicien qui va faire une enquête alimentaire, ça permet quand même de reglobaliser la pathologie et de construire quelque chose de plus proche de ce qu'est la réalité scientifique de l'obésité. Donc, après, c'est le diagnostic étiologique. On en a parlé, suivant que les obésités soient plus ou moins en lien avec les génétiques.
Et si on parlait auparavant d'obésité commune, on parle aujourd'hui d'obésité polygénique, c'est-à-dire qui font interagir plusieurs gènes entre eux et avec l'environnement. 3 idées reçues à aborder systématiquement. Souvent, les gens pensent que l'obésité n'est qu'un problème de volonté, c'est faux. Que l'obésité n'est pas une maladie, c'est faux. Que le médicament et la chirurgie sont des solutions de facilité, c'est faux. Et il faut aussi parler évidemment de personnes en situation d'obésité ou vivant avec l'obésité. Donc finalement, on en revient à la demande du patient pour cheminer à son rythme. On établit un score de gravité en fonction du phénotypage HAS, mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure. On va d'abord écouter la demande de la personne, et puis progressivement, on va programmer des examens complémentaires, et ce bilan, il va se faire dans le temps. Alors, je vais juste finir avec une histoire clinique. On peut voir beaucoup de choses en consultation. J'ai vu, par exemple, une jeune femme de 17 ans qui venait de perdre 20 kilos, mais qui voulait continuer de perdre du poids. Son poids était passé de 135 à 115 kilos. Ça faisait 3 mois qu'elle vomissait tous les jours, et elle est venue en consultation avec sa mère. Et la problématique, donc, c'était d'aller vers une corpulence normale à 17 ans pour ressembler à une image qui n'était pas seulement celle qui était vue autour d'elle dans sa classe en terminale, mais aussi dans les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc, je l'ai vue toute seule en consultation. Elle m'a dit qu'elle voulait perdre du poids, qu'elle vomissait depuis 3 mois. Puis après, sa mère est venue en consultation. Et en fait, au bout de quelques minutes, à force de parler d'obésité, du contrôle du poids, de la part involontaire, entre guillemets, de l'évolution du poids, sa mère se met à pleurer et dit, donc la mère a aussi une problématique d'obésité, et dit, j'aurais jamais dû, en fait, ça n'a servi à rien que je prive ma fille de sel, de beurre et d'huile et de sucre les 3 premières années de sa vie. La fille se met à pleurer aussi. Et donc, voilà ce dont on hérite, c'est-à-dire que il y a aussi une transmission du rapport au corps de la mère à son propre corps par rapport au corps de la fille. Et finalement, là, on allait tout de suite commencer par quelque chose de psychologique autour de tout ce qui est comportemental, alimentaire, et on n'allait pas forcément partir sur chercher une cible, enfin perte de poids, etc. Donc beaucoup de psychoéducation, de suivi psychologique, à la fois finalement une prise en charge familiale qui était nécessaire. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils qu'on peut utiliser et qui sont assez pratiques dans le suivi de l'obésité. C'est ObéClick pour faire les courbes de croissance de l'enfant, ObésiClick pour les formulaires intégrés de prise en soin de l'obésité, Banco Obésité qui est une base de ressources majeure, Avitam. Voilà, tout ça sont les petits outils qui vous permettent, comment dire, de travailler plus facilement, d'aborder plus facilement la question de l'obésité, en plus de tout ce qui est attitude et comportement vis-à-vis du patient. Et donc, je vous mets une boîte à outils en lien avec dessus différents sites internet sur tout ce qui a été cité, le phénotypage HAS, quelques articles, la présentation ici, et puis un lien aussi vers l'association Stéréo et les affiches sur les préjugés de l'obésité. Je vous remercie.